Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Derek Morin. Salut Derek, comment ça va? Hey, merci Marco, c'est un honneur pour moi aussi. Hey, ben c'est une drôle d'aventure qui t'amène dans cette chaise-là aujourd'hui. Si on fait la genèse de tout ça, on habite dans le même coin, on est des gars de la vallée du Richelieu. On s'est vu professionnellement, virtuellement, on a vu nos affaires passer. On s'est jamais vu physiquement. Plusieurs amis en commun dans le groupe d'amis à mon frère, je pense. Mais c'est comme ton frère? Michael Morin, il a le même nom de famille que moi. Ah, ben oui, ça fait bien de sens. Ben oui, Mike. Mais fait que, puis, nos chemins se sont croisés parce que tu as acheté mon livre il y a quelques mois. Tu as fait des TikTok là-dessus. Oui. Et là, on a commencé à se suivre, on a commencé à jaser tout le kit. Et là, tu as lancé ton livre. Exact. Qui est juste là. Je sais pas si on le voit, mais ben oui, on le voit super bien. Yes. Puis, je l'ai commandé. Je l'ai dit tantôt, j'ai pas eu le temps de le lire. Je l'ai reçu comme avant hier. Mais je me suis dit, Crème, avant de le lire, pourquoi que je ne demande pas à Derek de venir sur le show puis de nous en parler? Parce que c'est une histoire qui est quand même assez rocambolesque. Comme toutes les histoires de tout le monde. C'est une histoire vraie. Oui. C'est important de le spécifier. Oui, c'est pas un roman. C'est pas du Steven Spielberg ou quoi que ce soit. Là. Ben, peut-être un jour, mais pas là. OK. qui jouerait Derek Morin dans le Leo film? DiCaprio, mais sans les petites filles, pardon. OK, j'adore ça. C'est que j'aime ça. Fait que, parle-nous on commence toujours comme ça. Là. Parle-nous de qui tu es, ton parcours, ton background et tout ça. Puis, inévitablement, on va tomber dans le crunchy du livre, là, mais... OK. Ben, je suis un père de 2 enfants. J'aime ça commencer avec ça parce que je pense que c'est la base. C'est pas mal ma job à temps plein. Ils ont quel âge? 4 et 6 ans. 4 et 6. William et Léonard, je les salue. Léonard! Ouais. Comme le mien. Faut vrai? Mon plus vieux s'appelle Léonard, il a 17 par exemple, là, mais... Moi, c'est Henri et Léonard. Chacun ses défis. Chacun son âge. Ben moi, comme je dis, avec l'expérience que j'ai, là, mon plus vieux, il a 17, puis jusqu'à maintenant, je te dirais que c'est les 17 premières années les pires. Ouais? Ouais. Moi aussi, mais il y a juste 4. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va s'en sortir. Fait que père de 2 enfants. Père de 2 enfants. J'ai pas une épouse, parce que je ne l'ai pas encore mariée, mais une conjointe fantastique qui est entrepreneur elle aussi. Dans quel domaine? Elle est pharmacienne. Elle possède 5 pharmacies. Damn! Ouais. Tu t'es placé, man! Ben, non, c'est pas vrai, c'est lui qui a fait de l'argent. Écoute, si je peux me permettre, je salue mon père. Mon père m'a donné quelques bons conseils dans ma vie. OK. Un de ceux-là était, t'as 2 choix. Soit que tu maries une belle pauvre ou une belle riche. Fait que, Chris, vu de même... J'ai-tu le droit de sacrer ou faut que je te donne 25 non, tu peux faire ce que tu veux. Je trouve ça drôle, c'est de voir la réaction de Claudia qui est en background, qui est comme « Oh my God! » Mon père était extrémiste un peu. On pourra en revenir à lui un peu plus tard. Mais c'est ça, j'habite sur la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Bruno. Je donnerai pas mon adresse là, d'un coup que je devienne populaire. Puis j'ai fondé, un peu comme toi, une agence web, de développement web, moins marketing, plus développement. On faisait des sites web en WordPress en 2011, quand ça commençait. Peu de gens utilisaient ça. Ça a commencé comme... C'était un hasard. J'étais au Presse Café à Saint-Hilaire. Ouais. Puis il y a une fille qui parlait qu'elle avait besoin d'un site web à la table d'à côté. Je me suis dit, pourquoi pas? Je suis capable de faire ça, moi aussi. Je me suis assis à côté, puis je suis sorti de là avec un contrat. Puis c'est comme que j'ai une business maintenant. Ça a commencé de même. En 2011, j'avais quoi? 23 ans peut-être? Ouais, ben, je me disais 23. Que tu dois être probablement début vingtaine pour faire un bold move de même. Là, parce que c'est une business. C'est ça. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est de même, ça a commencé. Puis. Parenthèse comme ça, là, juste, parce que je trouve ça drôle, parce que tu me ramènes en arrière. Moi, j'ai parti à l'agence Mobux. Ouais. Je voulais avoir une agence de médias sociaux. Fait que je suis allé suivre une formation de ce qui était à l'époque un compétiteur. Parce que j'avais pas parti ma boîte. J'ai dit, je vais aller suivre une formation sur les médias sociaux. Je suis la formation, je trouve ça pertinent, mais j'ai le sentiment que j'ai ma propre approche que je pourrais mettre de l'avant et tout. Puis sur l'heure du dîner, c'était une journée de formation complète. Je dîne avec une personne qui suivait la formation. Puis il me disait, j'aimerais ça travailler avec ce formateur-là, mais il dit, il me rappelle pas, puis il charge cher, puis tout le kit. Je dis, c'est quoi que tu as besoin? Il dit, j'ai un concessionnaire automobile. Je dis, Chris, faire moi tes médias sociaux, puis je suis sorti de là avec un premier client. Fait que, ça ressemble. Nos histoires sont similaires, même si on était un peu comme
canadien nordique, tu sais, Belleuil, Saint-Hilaire, là, Ouais, comme ouais, les deux églises, un en face de là, l'autre avec la rivière. Oh. Non, mais, puis, tu sais, à travers tout ça, là, je vais skipper vite, là, mais on a développé toujours en ayant l'idée ou le but de créer nos propres produits. Parce que rapidement, en faisant du service, tu te rends compte que tu sais, si tu break even ou si tu fais un peu d'argent, si tu te fais un salaire à toi-même, c'est déjà bon. Ouais. La majorité des propriétaires de PME, je pense, sont dans la même situation. C'est parce que le service, c'est si je veux faire plus d'argent, il faut que je vende plus d'heures. Puis si je vends plus d'heures, il faut que j'aille plus d'employés. Puis plus j'ai d'employés, plus j'ai un cash flow à gérer, puis tout le kit. Tandis que j'ai fait des études en commerce international dans le temps, puis mon prof, il disait vendre une enveloppe, une caisse d'enveloppe, une palette d'enveloppe ou un container d'enveloppe, c'est la même transaction financière. C'est le même effort. C'est le même effort. La seule différence qui arrive, c'est que je paye une enveloppe, ça va te coûter 5$. Une palette, ça va t'en coûter 2000$. Puis un container, ça va t'en coûter 3000$. Fait que tes coûts, ils baissent. Puis c'est là que tu peux avoir plus de profit. Fait qu'effectivement, que de vendre un produit, il y a une complexité derrière ça. C'est la même affaire si tu vends un site à 5000$ ou à 50 000$, c'est souvent le même travail. Tu sais. Ouais. Tu sais, derrière. Fait que, nous autres, c'est ça. Ça a pris quand même une couple d'années de se rendre compte que ça mènerait jamais nulle part, entre guillemets. Mon but, c'était pas de devenir riche, mais c'était au moins de. C'est qu'en réalité, c'est que tu te crées une job. Quand tu es dans le service, tu te crées une job. C'est-à-dire, j'ai des heures à vendre, je vais vendre des heures, puis l'année prochaine, je vais vendre des heures. Tu n'arrives jamais à un stade, à moins que tu arrives au stade de dire ma business est tellement rendue grosse qu'il y a du monde qui gère ça pour moi, puis que j'ai plus besoin de le faire. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Moi, j'ai avant Upwork, dans le temps, ça s'appelait Odesk. J'avais publié une job là. J'ai rencontré un de mes partners. Lui, il est à Bucarest, en Roumanie. On est allé à Bucarest, on a ouvert un bureau. On a engagé des gens là juste pour avoir un meilleur cost et pouvoir faire plus de profit. Il y en a beaucoup qui vont en Inde ou en Asie, mais nous autres, c'était comme, OK, on va là. On était rendu à 5 développeurs là-bas, plus 3 personnes ici. Puis une année, de fil en aiguille, un des produits qu'on a essayé, on a essayé 6 ou 7 qui n'ont pas fonctionné. Un des produits qu'on a essayé, qui est une app Shopify, qui automatisait toutes les promotions, les coupons rabais, les buy one, get one, les cadeaux, selon qu'est-ce que tu as dans le panier d'achat, etc. Je ne rentre pas trop dans la poutine, là, mais une année, ça a fonctionné. Non, mais on a le temps. Là. C'est ça. Ben, on a lancé ça en 2016. 4 août 2016, on a lancé l'application Shopify. Fin novembre 2016, donc 4 mois plus tard, on avait plus que 1000 clients payants récurrents mensuels. Fait que c'est une app, dans le fond, je rajoute ça sur mon Shopify, puis ça me permet de simplifier ma gestion des promotions puis des coupons. Exact. Automatiser tout. Mettons, tu as telle affaire, tu as le produit A dans le panier, veux-tu le produit B, un genre de upsell, cross-sell. Ou parce que tu as 3 items dans ton panier, automatiquement, il y a 15% de rabais qui s'applique. Au départ, ça, c'était pas possible nativement dans la plateforme Shopify. Puis le monde, il voulait tout ça. Il l'écrivait sur Facebook, il l'écrivait dans les forums, il écrivait. Fait que ça a été comme simple de lire le pain, là, tu sais. Tu le sentais, là. Ouais, ben c'est ça. C'est là que je trouve ça intéressant. C'est que toi, dans le fond, au lieu de partir un produit, de dire, hey guys, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme produit? Tout est parti de la fin, de dire, hey j'ai guys. fait ça aussi avant. OK. C'est ça, tes 6-7 produits qui ont. OK. Puis même après avoir fait cette app-là qui a marché, on a réessayé, on a relancé 5 autres applications Shopify en se disant, crème, on est capable de dupliquer. Là, on l'a eu, le succès. Là. Mais non. Le timing, la chance, plein d'affaires que tu peux pas contrôler. Puis, ouais, c'est ça. Nous autres, dans le fond, on était allés sur les forums Shopify. Ça s'appelle community.shopify. Je ne me rappelle plus de l'URL. Mais bref, là-dessus, tu vois les questions, tu vois les commentaires. Tu vois les cap locks, tu vois les points d'exclamation, tu vois les têtes de mort, tu vois comme tu peux. Fait que ce qu'on a fait, on a ouvert un fichier Excel, on a quantifié le nombre de commentaires qui avaient rapport à ça, puis on a qualifié selon l'émotion, le pain qu'on ressentait en le lisant. Puis là, on s'est dit, OK, il faut faire ça. C'est à peu près ça. C'est quasiment du Moneyball, ça. Là. C'est de l'analyse statistique en assis. On va chercher le data. C'est pour ça que j'ai bien aimé ton livre de frapper des coups sûrs, tout ça. Puis, tu sais, dans le film ou dans le livre Moneyball, c'est exactement ça. Là, c'est comme, on a du big data. Il n'y a personne qui fait du big data. On va le faire. Nous autres, c'est comme, crème, c'est clair comme de l'eau de roche. Tout le monde le voit, ce Shopify-là. Pourquoi personne fait ce produit-là? On a compris pourquoi personne le faisait parce qu'au niveau technique, c'était compliqué. Puis même quand on l'a développé, on l'a lancé,
quelques mois après, il y avait le Shopify Unite en 2017. C'était à San Francisco. J'étais allé là. Puis un des ingénieurs top qui travaille pour Shopify m'avait dit « How did you do that? » Il ne savait pas comment que nous, on réussissait à appliquer leur coupon rabais automatiquement. 1 an et demi plus tard, ils ont sorti le feature qu'on avait sorti au jour 1, mais gratuit à tout le monde. Ah. Si on pourra y revenir, là, mais... Ouais, ça fait mal, ça. Ben, c'est ça, là. Il faut tout le temps que tu t'ajustes, il faut tout le temps que tu t'adaptes, puis tu changes, t'ajoutes des fonctionnalités, t'en enlèves, puis... Ouais. Ça, c'était... Fait que là, t'as lancé cette apps-là, t'en as essayé d'autres et tout. Puis là, t'en es arrivé au stade de... Ben, tu sais, je veux dire, OK, commençons, parlons-en du livre, là. Là, tu sais, parce que si tu regardes, puis tu sais, je vais le prendre ici, là, juste pour m'adapter, là, pour bien le dire, là. De vendre son âme à vendre son entreprise 5 millions en 24 mois. Ouais. Juste le titre, là, il est comme, damn, Leonardo, il va être bon là-dedans. Ouais, merci. Ben, écoute, tu sais, le monde me demande, tu sais, t'as-tu créé l'application, puis 24 mois plus tard, tu l'as lancé? Non. Mais quand t'as une dizaine de produits, t'as une agence de service, t'as des clients, puis que ton produit vedette, tu ne sais pas que c'est ton produit vedette. Tu le vois pas. Toi, dans ta tête, toutes tes apps sont aussi bonnes. C'est comme si c'est tous tes enfants. Y en a-tu un que tu préfères que l'autre? Ouais. On s'entend. Y en a-tu un qui a plus de potentiel que l'autre? Tu le diras pas ouvertement. Oui. On le sait, là. Ben oui, on le sait, mais on le dit pas. Ouais. Puis là, tu sais, t'as des... Attends. Hein? Lequel des deux, vous pensez? Hein? De retour après la pause. Et voilà. Tu sais, on a des clients aussi de service. Puis moi, tu sais, j'essayais, exemple, il y en a certains que j'ai appelés, puis j'ai dit, tu sais, notre tarif horaire, c'est 120$. Ben, c'est rendu 240. Ah, pas de problème. Ah, fuck. T'sais, moi, dans ma tête, je voulais juste le domper. Le domper, ouais, puis l'avoir. Il reste. Fait que là, c'est émotionnellement, techniquement aussi, c'est difficile de se débarrasser de clients. Ouais. Puis de pivoter, puis de transformer une entreprise de service, c'est ce que je raconte dans le livre, qui a peu ou pas de valeur, surtout pas en termes de revente à quelqu'un, en un produit qui peut scaler. Parce que ça, c'est une autre des problématiques. C'est-à-dire, la valeur d'un service, c'est une liste de clients, puis that's about it. Là, puis souvent c'est ce qui va arriver quand il va y avoir des transactions, exemple d'agences web, d'agences de médias sociaux et tout. C'est-à-dire, puis encore plus aujourd'hui, quand on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire, je vais acheter ton équipe. Ta clientèle. Je vais acheter ta clientèle, puis dans le deal, ben... Tu sais, je m'étais déjà fait approcher pour moi, l'agence me faire acheter. Je suis même pas allé dans le processus. C'était quelque chose qui m'intéressait pas. Mais tu sais, c'était de dire... T'étais pas curieux, genre, juste de voir? Non, okay. Non, c'est niaiseux. Oui, j'étais curieux. Puis aujourd'hui, peut-être que je ferais les choses différemment, honnêtement. Tu sais, peut-être que je pourrais arriver puis tu sais, d'avoir une offre que tu peux pas refuser puis dire, Chris, jamais j'aurais pensé qu'il m'aurait proposé ça. Mais moi, le gros frein que j'ai avec ça, c'est que la journée qu'il t'achète, c'est qu'il t'achète toi aussi. Il dit, c'est un contrat de 2 ans, 3 ans, tu restes avec nous autres comme consultant ou comme whatever, puis tout le kit. Puis moi, c'était ce bout-là qui me faisait freaker un peu d'arriver puis de dire, OK, fait que pendant 3 ans, je deviens employé. Là. Ah, c'est bon que tu en parles parce que, tu sais, je voulais aussi démystifier dans le livre ce côté-là. Ouais. Souvent, le service, effectivement, la PME moyenne, tu vas rester de 2, 3 à 5 ans. Puis effectivement, ça revient à vendre son âme un peu. Tu vends ton temps, fait qu'il faut que tu restes là. Puis j'ai fait beaucoup d'entrevues, d'appels, de recherches avec du monde avant, tu sais, quand j'ai écrit le livre. Puis c'est très, très douloureux. C'est très rare quelqu'un qui me dit « J'ai adoré la période de transition, la plus belle phase de ma vie. » Chris, du jour au lendemain, tu deviens boss à employé. Ben, c'est pas juste ça. Puis là, c'est tu prends plus les décisions. C'est ça, t'as plus de contrôle de tes bébés. Ton équipe est un peu encore amère parce que souvent, tu y apprends en dernière minute que tu vends. Ben oui, tu peux pas leur dire avant, ils vont vouloir partir. Ou qu'ils vont faire scraper le deal, tu sais, puis ça, tu veux pas ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est touché. Je parle pas de toute cette technicalité-là dans le livre. J'essaie de rendre ça, l'histoire, le fun à lire, puis que tu as le goût de tourner la page. Là, je n'oserais pas du jargon légal, puis de tout ce qu'on a fait, puis que la raison pourquoi je dormais pas la nuit. Là. Mais c'est ça. C'est transformer une entreprise de service en produit, ça a été ça le plus gros challenge. Oui, on avait le produit, mais il fallait décider d'y aller all-in puis de focuser à 100% dessus. Ce qui est quand même facile quand tu regardes en rétrospective. Tu te dis, c'est facile, là, tu l'avais. Là. Regarde ton growth, regarde ta croissance. Ouais, mais c'est parce qu'à partir du moment que tu développes une app puis que tu dois bâtir
à moins que tu me dis que cette application-là générait 80% de tes revenus de business. Pas à cette époque-là. Mais c'est ça, pas à cette époque-là. Fait que je veux dire, c'était 1,99 par mois qu'on chargeait. Fait que là, tu dis, je vais laisser tomber un client qui me donne 240$ parce que je l'ai doublé puis il est resté, C'était qui génère des revenus. Je vais le laisser tomber pour m'investir dans une application qui me rapporte 0. Tu sais, en gros, c'est comme, t'as des employés, on était 9, là. Fait que là, t'as comme, j'ai le choix de faire un site web à 40 000$ ou de focuser sur une app à 1,99 par mois. Ouais. Fait que là, faut que tu sois à la limite stupide. Fait que ça va me prendre 20 000 ventes pour générer les mêmes revenus que... Pour un mois, ouais, exact. Ouais, quelque chose de similaire. C'est une autre histoire. Puis une manée, c'est comme si je dis non au gars qui fait le site web. Tu sais, tu le sais, tu l'as vécu, ben là, il faut que je dise au revoir à un de mes employés. Parce que j'ai plus besoin de lui si je fais pas le site web. L'app est déjà bâtie. C'est sûr. L'app, c'est parce que là, ton mindset change complètement. J'ai plus besoin de développeurs. C'est plus la même business. Non, c'est ça. J'ai plus besoin de développeurs, d'intégrateurs et tout. J'ai besoin de gars de pub, j'ai besoin de marketeurs, j'ai besoin de... Ben, tu sais, nous, on est restés à la toute fin, on était 2 à temps plein puis 1 temps partiel. Un de nos employés qui est en Pologne, qui travaillait 20-25 heures semaine. Comment il s'appelait? Jegos. En polonais, ça. Nous autres, on l'appelait Greg parce que c'était trop compliqué. Jegos. Je trouvais juste ça drôle d'avoir son nom en polonais. Aucune valeur ajoutée dans l'entreprise. Mais Jegos, ça s'écrit pas J-E-G-O-S, ça s'écrit G-R-E-Z, en tout cas. Un nom polonais. Jegos. Ouais. OK. Fait que là, la transition s'est faite sur combien de temps? Genre, je laisse aller des clients, je laisse aller des employés, puis finalement, on tombe à 2 plus 1, 2,5? Ça s'est fait progressivement, mais assez rapidement, dans le sens que moi, le premier move que j'ai fait, qui est la première étape du livre que j'ai divisé en 5 étapes, c'était d'augmenter mon skin in the game, mon implication financière. Et le premier move, ça a été de racheter un de mes partners. Okay. On était 3. J'avais dans l'idée d'éventuellement vendre si je faisais ce pivot-là, parce que je m'étais fait dire, et avec raison, que l'argent est beaucoup dans le exit, dans la vente de l'entreprise, avec les multiples en technologie. Ouais. Donc, le premier move que j'ai fait, ça a été de racheter un de mes partenaires qui, à l'époque, possédait 26%. Avec de l'argent que je n'avais pas. Ah oui, bien évidemment. Avec un ami qui m'a prêté, etc. Puis ça s'est super bien passé, à ma grande surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est comme je te dis, Marco, je te rachète. Tu sais. OK. Take my money and run. Mais tu sais, puis tu sais, dans le livre, honnêtement, je pense quelqu'un de transparent. Tu l'as feuilleté un peu, tu as vu, je partage tous mes chiffres. C'est ça qui est fou. C'est quand tu regardes le livre, là, puis je sais pas si on est capable de faire le focus dessus. Là, je vais essayer de trouver une page que j'ai trouvé le fun. Là. C'est que tu vois... Un peu plus loin, je pense. Un petit peu plus loin, tu avais les chiffres et tout. Là. Je vais essayer de trouver ça. Bon, regarde, tu vois. Je sais pas si tu es capable de voir un peu. Ouais, ça va être top. Comme ça? Encore un peu plus. Ça un peu. Ouais, mais... voilà. Fait que là, tu vois, tu sais, t'as tous les chiffres, t'as les chiffres de vente, t'as les chiffres de revenus, t'as toute l'information. T'as littéralement fait des screenshots de ton système interne. En fait, c'était... Moi, ce que je faisais, ça, c'est dans l'étape 4, j'essaie de purifier l'entreprise. Ce que je faisais, puis je le faisais vraiment, je printais mon bilan mensuel, je l'imprimais, puis j'écrivais des notes dessus. Pour chaque item, qu'est-ce que je veux faire ce mois-là pour l'améliorer, l'éliminer ou en avoir davantage pour les revenus et les dépenses. Fait que je m'étais comme créé un jeu pour aimer les chiffres, ce qui est souvent le problème numéro 1 des entrepreneurs, honnêtement. Je te confirme. Ils focusent sur le revenu, mais ils n'ont aucune idée, le bottom line, s'ils font de l'argent, du profit. Moi, je pensais... Tu sais, moi, je suis un peu artiste aussi comme toi, puis j'aimais ça créer des choses, puis... Mais il y a juste une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt, puis j'aurais dû la poser avant, mais là, je vais la poser maintenant. Oui. Quand tu as commencé le switch service-produit, on laisse aller du monde, ton plan, là, c'était un exit. Ouais. Je veux dire, là, toi, tu as dit, moi, là, je vais te bâtir, c'est comme si tu faisais un flip de maison, là. Tu dis, ça ressemble à ça. Moi, je veux bâtir ma business dans le but qu'on me la rachète. C'est pas, je suis en train de me bâtir quelque chose pour les 30 prochaines années. Ouais. Mais c'est clair que le mindset puis la stratégie de business n'est pas pareil, là. Honnêtement. Fait que là, c'est pour ça que tu dis, là, tu prenais des décisions en disant, si j'augmente cette dépense-là, puis j'augmente ce revenu-là, puis je réduis cette dépense-là, j'augmente la valorisation de ma business. Je pensais juste à ça. OK. Je t'ai rendu, puis c'est exactement pour ça que je l'ai écrit, parce qu'en français, il n'y a pas de livre qui parle de au jour 1 ou au jour que tu es aujourd'hui, là.
comment que tu fais pour te mettre dans les souliers de l'acheteur? Qu'est-ce que lui recherche? Ouais. C'est quoi les métriques? Est-ce qu'un dollar de revenu pour toi, Marco, vaut la même chose qu'un dollar de revenu pour Derek Morin qui veut te racheter? Peut-être ça vaut 0 pour moi. Ouais. Peut-être ça vaut 2, peut-être ça vaut 3, peut-être ça vaut 4 dollars. Ouais. Tout dépendamment de la nature, si tu unique, si tu récurrent. Oui, parce que, tu sais, admettons, je vais prendre l'exemple, je vais essayer de le vulgariser, puis tu me diras si ça fait du sens. Si toi, ton application, OK, pour toi, elle a une valeur X, elle a une valeur d'1 million, mais moi, je le sais que j'ai ma propre entreprise, puis si je m'en vais chercher ton application puis que je la rentre dans mon système, je suis capable de générer des revenus supplémentaires de 10 millions par année. Hey, elle vaut cher en Christ, ton application, là. Parce que je peux y acheter 20 millions. Je peux y acheter 5 millions, ça me dérange pas. En 6 mois, je l'ai rentabilisé. Ah, c'est ça. Puis moi, je dirais oui tout de suite parce que moi, elle vaut 1 dans ma tête. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est ça, dans ce cas-là, tu seras un acheteur stratégique, ce qui est le meilleur type d'acheteur si vous avez une business, à ceux qui nous écoutent. Acheteur stratégique va toujours payer les meilleurs multiples. Parce que pour lui, exactement l'exemple que tu viens de donner, la valeur pour lui est différente de la valeur pour moi. T'sais. Parce que lui, il l'utilise comme un outil, comme un levier pour faire plus d'argent. Exactement. Lui, il peut leverager ça. Puis, tu sais, pourquoi des grosses compagnies publiques comme Salesforce vont acheter, mettons, Slack? Ouais. Parce qu'eux autres, ils ont besoin d'un outil interne de chat pour leurs millions d'utilisateurs qui payent déjà des centaines de dollars par mois. T'sais. Ouais. Fait que c'est bien plus facile pour eux d'acheter un produit qui a un product market fit, là, qu'on sait que les gens le veulent, que de le bâtir sur mesure. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est quand Intuit a acheté MailChimp. Ouais. Ça. Il y en a plein de transactions de Mais c'est ça. Eux autres, ils disent oui, OK, tu sais, mettons, moi, d'acheter MailChimp, j'achèterais MailChimp pour scaler la business, pour me générer des revenus. Pour on s'entend là. Ton compte de banque, plus 20 des millions après. On rêve, là. Mais non, mais tandis que eux autres, quand ils l'ont acheté, ils ont dit hey, on va aller chercher des millions de courriels et d'abonnés qui sont tous des gens qui gèrent leur business par eux-mêmes parce qu'ils gèrent leur infolette. Donc, tous des clients potentiels Intuit qu'on est capable d'emmener dans QBO puis on va générer des revenus absolument incroyables. Dans ce cas-là, c'est ça. Des fois, par exemple, je suis un peu la bourse. Des fois, c'est juste un move pour faire monter le cours de l'action, mais il n'y a pas vraiment de stratégie derrière. Là. Des fois, ils sont juste désespérés puis ils veulent faire augmenter. C'est le fun quand ta business, ça passe dans le loop. C'est-à-dire on va t'acheter pour faire monter le cours de l'action. Ouais, mais tu sais, ça, c'est très, très rare. Mais la littérature ou ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est souvent juste ces exemples-là. Ouais. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que si tu as de quoi qui est sous-exploité ou la valeur pourrait être beaucoup plus grande, est-ce que tu peux, justement, tu m'as donné l'exemple du flip de maison, est-ce que tu peux la redresser puis ce service-là qui devient un produit, est-ce qu'il peut scaler? Ouais. T'sais, nous, quand on a fait ce move-là, tu m'as demandé tantôt combien de temps ça a pris. Mais premièrement, j'ai racheté en septembre 2020 mon partner. Puis on s'était donné comme 2-3 mois juste pour faire le ménage de la tenue de livre, de la comptabilité, parce que c'est pas quelque chose que je m'occupais avant. C'était mon partner qui s'en occupait. Okay. Puis je mets aucun blâme sur lui, il faisait une bonne job. Mais ça reste que, tu sais, dans la vie, même si c'est pas de ta faute, c'est ta responsabilité, là, ben, si je regarde pas les chiffres puis je m'en soucie pas, c'est mon problème à moi. Peu importe qui c'est en équipe, c'est mon entreprise. Ouais. Puis c'est con à dire, maintenant j'en parle puis j'en reviens pas que j'ai passé quasiment 8 ans de ma vie à opérer une entreprise sans me soucier des chiffres. Ça n'a comme aucun rapport. Et puis si tu savais à quel point il y a du monde dans cette situation-là. Non, là. mais c'est ça. Puis si tu te soucies pas de tes chiffres, c'est comme si tu te soucies pas de tes propres enfants. Là, c'est sûr et certain que ça va mal virer. Là. Non, mais c'est drôle parce que tu fais le parallèle avec ça. Puis moi, je vais te faire... Tu sais, dans ta vie personnelle, là, Chris, tu connais tes chiffres, là? Tu sais, je veux dire, tu sais, monsieur, tu sais, je veux dire, t'as un salaire qui rentre, j'ai une hypothèque à payer, j'ai des assurances à payer, puis tu le sais, là, tu le sais que t'es pas capable de partir dans le sud à toutes les semaines parce que... Ça, je te challengerai là-dessus. Ben, ça vit pas mal à crédit, maintenant. T'es censé, c'est ça. Mais tu sais, mais quand tu vis à crédit, tu le sais que t'es à crédit. Ouais. Tu sais, tandis que, tu sais, business-wise, des fois, ce qui arrive, puis tu sais, combien t'as vu de business qui sont dans le trouble comme c'est pas possible, parce qu'ils disent, Chris, on est dans la merde parce que c'est les rapports de TPS TVQ. Puis c'est comme, rembourser le prêt de 40 000. Ouais, rembourser le prêt de 40 000, tu savais que ça en venait, mais tu sais, le monde qui vit, c'est à TPS TVQ, puis c'est de dire, OK, mais t'as collecté 100 000 de TPS TVQ, tu l'as tout dépensé, puis là, t'es comme Chris, je savais, ouais, mais tu pensais que t'avais de l'argent dans le compte de banque, mais ça l'était pas. Fait mais moi, tu sais, moi, avec, j'ai eu le même constat, là. Moi, je veux dire, moi, j'avais la technique comptable du pot maçon, OK? C'est-à-dire, on met de l'argent dans le pot maçon, puis à la fin du mois, bon, on sort de l'argent du pot maçon. Puis dire, reste-tu de l'argent dans le pot à la fin? Mais ça a été un bon mois. Qui est parti avec le pot? Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'était comme ça. Puis ma comptable,
Elle m'avait dit, tu sais, Marco, elle dit, toi, le problème, elle dit, le problème que t'as, c'est, puis là, ça fait une couple d'années de ça, elle m'avait dit, c'est pas de rentrer de l'argent. Elle dit, t'es un excellent vendeur, puis tout le kit. Elle dit, le problème, c'est l'argent qui sort. Fait que, tu sais, C'est souvent ça. tu sais, d'avoir souvent une, tu sais, de mettre de l'eau dans une chaudière pleine de trous, là, Ouais. il n'y a pas d'eau qui reste, tu sais. C'est souvent Fait que là, ça. toi, t'as travaillé à gérer tes dépenses, tes revenus, tes dépenses, puis à aligner la compagnie la plus possible pour pouvoir augmenter sa valorisation. Ben, tu sais, on se fie souvent à notre comptable, tu sais. Tu lui as dit, ta comptable t'a dit telle affaire. Ouais. Mais lui, il est comptable. C'est pas sa job d'améliorer les chiffres, là. Lui, il est juste là pour faire ton rapport, puis Ah, ben ouais, puis tu sais, puis je veux dire, d'envoyer ça, puis que ça soit clean, là. ma connaissance financière s'est tellement, mais tellement améliorée dans les dernières années. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, parce qu'il faut que tu connaisses. On n'a pas d'éducation financière. Ben non, mais ça, zéro. Mais ça, je veux dire, ça, c'est un autre mais débat. on là, connaît l'histoire et la géographie de la Grèce à l'école, tu sais. Ouais. Mais l'éducation financière, bref, ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, c'est quoi ma théorie par rapport à ça? Hein? ben, vas-y. Puis là, je veux dire, on va quasiment pouvoir penser que je suis un complotiste. Là. C'est de dire, tu sais, plus tu vas éduquer les enfants jeunes à avoir une bonne gestion financière, plus les décisions qu'ils vont prendre vont avoir un impact sur l'économie. Ouais. Tu sais, parce que les jeunes qui finissent, qui décident de ne pas embarquer dans le crédit, dans le prêt, dans les hypothèques parce que tu payes 1%. Tu sais, ouais, mais ça, je veux dire, tu veux avoir du monde qui contracte des prêts, puis tu veux avoir du monde qui vont prendre des. C'est sûr, tu vas te faire traiter de complétiste. Là. Mais non, mais c'est les ça banques pareil. gouvernent le monde. Puis Ben, tu sais, non, mais c'est ça les banques pareil. nous rendent ignorants, T'sais, nous vendent moi- l'idée d'avoir une hypothèque. Moi, j'ai fait lire le livre Rich Dad Poor Dad à mes enfants, Ouais. tu sais, pour leur faire comprendre que, tu sais, si t'as des revenus, puis T'ont-tu que. demandé si c'était toi le Rich Dad? Non, Chris, ils me l'ont pas demandé, ça, je peux te le dire. Mais il y a une version même pour adolescents que je trouve vraiment Ah, le mais fun. il est là, tu sais. excellent, là, Tu lui. sais, Il est excellent. Fait que. Mais fait que on revient à ça, là, tout ça pour dire que éducation financière, Ben, dans le fond, ta comptable. Ta ton question, comptable. c'était... c'est ça, moi, quand j'allais voir le comptable, puis le livre commence exactement de même, la première phrase, c'était « As-tu pensé tirer à la plug? » Le comptable me dit ça, en regardant mes chiffres. Puis il me pointait, puis que j'en ai des frissons, il me pointait en fin de l'année fiscale 2019, donc en 2020, il me pointait au bas de la feuille qu'on avait perdu de l'argent. Je pense qu'on avait perdu 12 000 cups. Tu sais, on avait fait 700 000 de revenus. Je dis, voyons non. Comment on a fait de perdre 12 000? Ben là, t'as 9 employés ici, ça, t'as investi en marketing, les serveurs, là, ici. Ouais, OK. Puis moi, ça coïncidait avec la naissance de mon deuxième enfant, William. Léonard. Ah oui, c'est vrai, Léonard, 4 ans, c'est vrai. Celui de 4 ans, pas celui de 17. C'est ça. Puis à la naissance de mon deuxième enfant, ma blonde, là, tu sais, je vais peut-être exagérer un peu, elle a accouché puis elle est retournée travailler le lendemain. là. OK. C'était quasiment ça. là. Elle a accouché à la pharmacie. Quasiment. Non, en fait, c'est un rendez-vous, c'est une césarienne. OK, C'est fucké, ouais. ça. Tu te rends là, un rendez-vous comme chez le dentiste. Là, le médecin, il dit on s'excuse, on est 30 minutes en retard à l'hôpital. Là. En tout cas, bref, on sort du coq à l'âne. D'après moi, c'est le café. Mais tout ça pour dire que quand mon deuxième fils est arrivé, là, je me suis dit, ah, là, ça n'a pas d'allure. Là. Faire 700 000, break-even ou perdre un peu d'argent. Moi, sur papier, on faisait comme, mettons, 120 quelques mille de profit. Ah, wow. Ouais, mais là, je me suis pas payé, puis mon partner non plus. Ouais, OK. Parce que tu te payes en dividende, tu sais, c'est Ouais. bien beau le profit comptable, là, mais ça, c'est une autre affaire. Fait que je me suis dit, écoute, Derek, si tu veux continuer à faire ça, faut que tu suives les 2 règles de Warren Buffett. Les connais-tu, les 2 règles principales de Warren Buffett? Non. Règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Règle numéro 2, écoutez la règle numéro 1. J'aime ça. Mais c'est à peu près ça, mais c'est dit en anglais. Là. C'est traduit librement. Mais bref, je suis pas arrivé ici avec des citations toutes faites. Je fais juste citer le livre parce que je m'en rappelle. Fait que ça a été vraiment ça le trigger, le déclic. Ça a été ça qui m'a amené à racheter mon partner. Si je veux faire de l'argent, il faut que je la vende. Si je veux la vendre, il faut que ça en vaille la peine. Là, j'avais 49% à l'époque des parts. Là, je suis tombé en rachetant 26%. J'en ai redonné à mon autre partner qui m'a racheté. Bref, on est tombé 60-40. Là, je trouvais 60. 60, OK. comme je pouvais être maître de mon propre destin. Parce que dans les années avant, en 2017, on avait reçu pour notre app Vedette, qu'on s'est rendu compte en recevant une offre d'achat que c'était une app Vedette, on avait reçu une offre pour 150 000 US. Il y a quelqu'un un particulier, qui nous a fait une offre. Puis d'ailleurs, ce même gars-là a acheté une autre app et il l'a revendu 5,4 millions récemment. OK. Mais bref, fait que là, on s'est dit, hey, on a peut-être quelque chose. Tu sais. Si quelqu'un veut l'acheter, c'est que c'est sûrement bon. Même si c'était pas cher dans le temps. Tu sais, j'avais parlé, c'était à 1,99 $. Le prix a changé avec le temps. Puis en 2019, on a eu une autre offre d'une compagnie de Vancouver
Ça tournait autour de 2 millions, l'offre, mais il y avait tellement de contraintes puis d'objectifs. Si vous avez atteigné ça, vous avez ça, qu'au final, en se rassoyant, on s'est rendu compte que on va perdre de l'argent si on vend l'app versus de juste continuer à garder pour atteindre les objectifs. Dans le sens que, si je veux, en d'autres mots, Je comprends. pour avoir le 2 millions, il faut que j'aille là, mais si je me rends là, je fais plus d'argent en gardant l'app. 100%. Fait que ça, c'est... Puis là, question, Ouais. j'ai une question qui m'intrigue là-dessus. Tu sais, moi, mettons, j'ai eu trois contacts dans les 9 dernières années, des gens que je connaissais qui ont commencé à travailler dans des plus grosses agences et tout ça, puis ils m'envoient un message, on peut-tu aller prendre un café, il me prend un café, tu serais-tu intéressé à vendre et tout. Tu sais, moi, c'est de même que ça s'est opéré. OK. Mais toi, là, une compagnie de Vancouver, là, je veux dire, c'est quoi, c'est un courriel? Un appel? Ouais, c'est un courriel. T'envoies un courriel de dire on est intéressé par votre app, on voudrait vous acheter. Ouais, mais oui. Ça ressemble OK. à ça. OK, Ça non, ressemble à mais ça. je trouve ça Parce que important de le l'écosystème, démystifier. ben c'est bon que tu poses la question parce que moi, j'étais tellement là-dedans. Tu sais, l'écosystème de Shopify, tout le monde vient à se connaître. Ouais. Tu vas à Conférence Unite, tu sors des mains. Tu sais, c'est petit comme milieu. Là, ça a grossi, mais à l'époque, en 2016, il y avait 400 000 boutiques Shopify. Maintenant, il y en a plus que 4 millions. Fait que, Ouais, tu sais, c'est ça. c'est plus la même game. Puis il y avait, je pense, peut-être 800 ou 500 applications. Je pense que c'est 800 applications. Maintenant, il y en a plus que 10 000. Là, tu sais. Fait que c'est plus le même écosystème. Mais au départ, tout le monde se connaît assez rapidement. OK. Ouais. Puis eux, c'était un groupe d'équité privée, private equity, qui sont des acheteurs plus financiers. Ça, normalement, eux autres, ils vont l'acheter pour augmenter sa valeur, pour la revendre plus cher. Ils vont en acheter plusieurs, bundle ça ensemble. Ils OK. t'achètent un multiple de 5. Le lendemain matin, ça vaut 10. Puis Acheter un multiple de 5, c'est 5 fois tes profits? ça dépend. À cette époque-là, c'était 5 fois les revenus. Les revenus. OK. Ouais, les revenus récurrents. Ouais. Mais là, je donne un chiffre comme ça. OK, ouais, mais tu sais, c'est juste pour mettre en contexte. Fait que là vous avez refusé l'offre de 2 millions? Ouais, ben en fait, ça me fait réaliser que prendre une décision à 3 personnes, c'est quand même difficile. Ben moi, mon mentor, sais-tu qu'est-ce qu'il disait? Ouais, Il disait 2 is a team, 3 is a crowd. c'est ça. Fait que tu sais, 2... Mais il disait quelque chose sur One, parce que One, c'est pas mal plus facile aussi. Ouais, mais c'est... Non, mais tu sais, je veux dire, 2, Ouais. on est capable de se challenger, Ouais. puis on arrive à un consensus. Ouais, mais 2, si j'ai 60 t'as 40, je t'écoute, Marco, t'es beau, c'est fin. Ouais, 100%. À la fin de la Je veux journée, dire, si si je j'aime décide pas- que c'est ça, sauf que Ouais. faut que tu penses quand même dans Oui, un contexte oui, de oui, climat, puis de oui. travail et Oui, tout. exact. Mais, tu sais, puis tu veux pas non plus avoir un saboteur, de dire le 40% qui s'investit plus parce qu'il n'y a plus de pouvoir décisionnel. Mais effectivement, que 3, d'arriver de dire, toi, t'es d'accord, moi, je suis d'accord, Claudia est pas d'accord, ben, je veux dire, on est 2 contre allez, 3. Claudia. C'est ça, tu sais. Fait que la chicane pogne pareil, tu Ouais. sais. Ben, c'était ça. C'était le fait que je voulais avoir plus de skin in the game, Ouais. que ça en vaille la peine, le fait des décisions. Puis c'était aussi le fait qu'en se débarrassant de la branche de service, notre old partner qui gérait les clients, qui s'occupait de trouver des contrats, tout ça. Devient expandable. Exactement. OK. Malgré lui, il était comme échec et mat, le gars. Ouais. C'est des moves de business qui ont l'air bien froids de même, là. Ouais. Mais quand c'est ta tête qui est sur le bio, puis c'est ton avenir, puis c'est ta business, puis tout le kit, ben, à un moment donné, tu vas prendre les meilleures décisions Ouais, pour c'est toi. tough quand c'est ton ami, tu sais. Ben ouais, c'est ça, mais c'est ça le problème des Ouais. petites PME. Ouais. Tu travailles avec du monde, tu développes des relations, des amitiés, puis tout, puis à un moment donné, t'arrives, ben regarde, je veux dire, c'est bien beau qu'on soit amis et tout, mais ça. Fait que là, vous étiez 3 quand vous avez eu la proposition de 2 millions? Ouais, on était 3. Ça, c'était en début 2019. OK. Mais comme, tu sais, ça incluait tellement de contraintes, il fallait rester avec eux autres 3 ans. Tu sais, c'était littéralement vendre son âme pour de l'argent qu'on aurait fait anyway si on atteint cette Ouais, croissance. c'est ça, rendu là, on... Fait que ça, on l'a mis de côté. Après, j'ai racheté mon partner. Puis après ça, on s'était donné de septembre à fin décembre là, pour vraiment cleaner les livres. Là. Tu sais, passer de fichier Excel à un vrai système comptable. Comprendre ça s'en va où l'argent? Pourquoi on ne fait pas d'argent sur 700 000? Tu sais? Etc. Fait que ça a été comme un 3 mois de juste comme OK, là, je plonge dans les livres, là, je deviens un adulte, là, je prends mes responsabilités, puis j'améliore juste la compréhension de. Tu sais, avant de. Parce que, je me suis rendu compte qu'en regardant un fichier Excel, juste en les regardant, les chiffres ne s'améliorent pas. Là. Non, ok, ça, non. Tu fais bouger comme tu veux, mais. Ouais. Tu sais, tu rajoutes de la couleur. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, t'as fait le ménage. Là, on est rendu en septembre 2000. On est rendu en 1er janvier 2021. 1er janvier 2021. 1er janvier 2021 jusqu'à la vente qui a été novembre 2022, on s'est mis all-in sur notre application qui s'appelait Automatic Discount. Ouais. Ça a été
qui est l'étape 3 du livre, focuser sur une seule affaire, un seul produit. Travailler exclusivement là-dessus. Là-dessus, ouais. Dire non à tout le reste. Je disais même non à mes amis pour aller souper. Moi, je me levais, là, tu sais, quand... Puis là, tu travaillais de la maison. Je travaillais de la maison. Puis là, je viens d'avoir un deuxième enfant, qui a été le trigger de... Ouais. Pas de garderie. Là, le COVID arrive aussi. Là, Ah, ben oui, c'est bon, on l'a oublié. Là, la COVID arrive. J'ai essayé une semaine de mettre mon enfant à la garderie. Il coulait du nez, mais tu sais, un enfant de mettons, 1 an et quelques, là. Genre, ça coule du nez, ça genre coule de du nez 1 tout à le 6. temps. Là, désolé, il y a la COVID. Fait que là, j'ai dit, madame, c'est la dernière fois que vous nous voyez. On n'est plus jamais revenu. Ça a duré une semaine, la garderie. J'ai engagé ma mère, 3 jours semaine, qui est à semi-retraite. J'ai dit, gars, le gouvernement donne des frais de garde. Tu peux prendre les frais de garde. Bref, on en reçoit du gouvernement, même si, je sais pas si tu sais, mais tu peux engager ta mère comme gardienne, puis le gouvernement te donne les mêmes frais de garde. Jamais je laisserai ma mère avec mes enfants. Ben, ça se peut, mais moi, mais bref, je faisais les mêmes crédits d'impôt que si je l'envoyais à la garderie. OK. Privée. Qui est un 50% du montant que tu lui donnes. Bref, c'est pas ça Connaître le les but. chiffres. Le but, c'était... Connaître les chiffres. Connaître les chiffres. Ça dépend de ta braquette de salaire. On pourrait faire un autre podcast là-dessus. Puis, en faisant ça, moi, ça m'a permis un peu de travailler, mais mon horaire, c'était, je mets mon cadran à 4h30 du matin, je commence à 5. Faut pas oublier que je travaille avec quelqu'un qui est en Roumanie, qui est 7 heures de plus. Fait que lui, il est midi. Je travaille de 5 à 7. Les enfants se lèvent, souvent avant 7. Là. Je fais la journée. Le midi, je travaille un peu, puis le soir, de 7 à 9. Ça a été ça 1 an et demi quasiment. OK. Ça, c'était en mode là, Terminator. Là. Je sais que tu as eu des enfants, là, tu sais c'est quoi? Ouais. Combiner travail, puis te lever le matin pour aller travailler. On en parlait pas plus tard que hier. Là. Moi, quand j'ai eu mon premier, je recommençais l'école à temps plein en commerce international. Ouais. Puis ma blonde, elle a accouché la veille. Fait que la veille, elle a accouché. Fait que j'avais un bébé nouveau-né et tout. Ouais. Et j'allais à l'école à temps plein. Mais je veux dire, j'avais une maison, j'avais une famille et tout. Fait que je travaillais tous les soirs dans un studio de danse à Belleuil. Et les fins Quel studio? Au Rockwell. Ouais, OK. Et les fins de semaine, je travaillais à la boutique de reproduction de meubles antiques de mon beau-père à Montréal. C'est quoi, fait que c'était du 5 h le matin à 9 h le soir, 7 jours sur 7. Puis tu sais, la drive, ben, tu l'as vécu. Là, je sais pas comment j'ai fait pour vrai. Aujourd'hui, là, je veux dire... Je sais pas comment t'as fait, parce que moi, j'aurais pas été capable de faire ce que t'as fait, bien honnêtement. Moi, la seule affaire qui me tenait, c'est la vente. Je pensais juste à ça. Ben, tu sais, c'est pas si pire, là, tu sais, je veux dire, j'ai fait ça pendant 2 ans, là, puis regarde, aujourd'hui, j'ai 29 ans, ça paraît presque comme pas, là, tu sais, je veux dire... Je te donnais 27. Ça va pas user du tout. Ouais. Fait, ben, c'est ça, tout est drivé par Chris, on va vendre éventuellement. Fait qu'il y a un fil d'arrivée à tout ça. Ouais. Mais je pense que je crois beaucoup en. Ben, là, c'est peut-être le moment spirituel du podcast. Là. Il y en a eu tous les podcasts qu'on a fait. La visualisation, je crois beaucoup en ça. Ouais. Puis je voyais le moment que j'allais vendre. J'y croyais. Mon comptable me croyait pas. Il était quasiment parti à rire quand j'y ai dit ça. Puis d'ailleurs, il a été surpris quand j'ai dit c'est fait. C'est fait, arrange-moi un papier. Puis c'est ce qui me tenait. Puis j'ai retrouvé aussi le plaisir de travailler parce que je retrouvais mon partner qu'on avait bâti l'application ensemble. Ouais. Parce que quand tu as plusieurs clients, tu as plusieurs produits, on a été quasiment 2 ans à ne pas travailler au day-to-day ensemble. Lui s'occupait de l'équipe, mettons, en Roumanie, ou lui s'occupait de tel produit. Moi, je m'occupais d'autres produits ou d'autres clients ou d'autres services. C'était à gauche, à droite. Tu essaies de finir la journée, puis c'est déjà bon. Là. T'éteins des feux. Puis quand tu fais un move pour te concentrer sur une seule chose, puis tu te débarrasses, entre guillemets, de tes employés, puis de tous tes autres produits, puis tes clients, ben, tu retrouves la personne que t'aimais. T'avais du fun à travailler. Tu retrouves ta quête de sens. Tu le fais pour une raison bien particulière. Puis... Exact. C'est comme raviver la magie là, d'un couple. Là, c'était vraiment comme ça que je me sentais. Fait que là, j'avais plus la drive de... J'avais plus la drive de travailler, tu sais. OK, je comprends. OK, de travailler. OK, parce que... Tu sais, je me levais pas... je commençais pas à 5 h du matin juste parce qu'il fallait que je le fasse. Tu sais, j'avais le goût. Non, t'avais comme tu dis là, tu sais, la passion qui est revenue, le trip, là, je me lève pour un purpose, puis j'ai du plaisir, puis je le fais, puis tout. Ouais.
Ben là, c'est sûr que dès que j'ouvrais mon ordinateur, j'avais comme 30 plaintes de tickets de support puis avec des majuscules, puis Chris, ça marche pas, mais ça, c'est une autre affaire. La passion était là pareil. C'est le processus Ouais, qui amène là. Exact. Ouais. Fait que là, t'arrives au stade, mettons, là, on fast-forward, là, t'arrives au stade, là, que comment, on peut-tu en parler ou c'est comme spoiler du livre, là, tu sais, comment t'arrives au stade de dire, il y a quelqu'un qui te contacte ou tu contactes quelqu'un puis dire, on veut acheter votre app, puis là, on peut en parler parce que j'ai d'ailleurs contacté l'acheteur pour être sûr que je pouvais dire les chiffres dans le livre. Ouais. Si tu te fais poursuivre après, c'est moins une fun, vedette, je peux ouais. le livre, donne-moi l'argent que je t'ai donné. Ouais, c'est ça. Mon avocat m'a dit contacte-les. J'ai contacté tout le monde qui était mentionné dans le livre, changé quelques noms, etc. Mais l'acheteur, en fait, c'est pas moi qui l'a contacté, c'est pas lui qui m'a contacté. J'ai engagé un courtier, un broker. OK. M&A Advisor, qui normalement font pas des plus petits deals. Parce qu'on en a parlé tantôt, lui, de vendre une business 5 millions, de vendre une business 50 millions, c'est la même job pour lui. Il préfère lui, il est payé à commission. Ouais, puis le 50 vendre millions est probablement plus facile à vendre parce qu'il y a plus de valorisation puis tu vas t'attaquer à des plus gros poissons. Faudrait demander, je sais pas, mais tu sais, vendre une maison de 5 millions, vendre une maison de 500 000, on en connaît des courtiers. Pas mal la la même visite job. est plus longue, là. Parce que y a plus Les de photos pièces, sont plus belles. c'est ça. Fait que cette personne-là, c'était assez spécial. C'est un gars de Zurich, en Suisse. OK. Je pense que c'est en Suisse. Ouais, c'est en Suisse. Non, je le sais. Il m'a contacté cold email. Je pense même que c'est allé dans mon junk. Une des personnes, parce que quand tu commences à être un peu plus big, des M&A advisors, ils commencent à, surtout dans le domaine techno, software as a service. M&A, c'est Merge and Acquisition, c'est Merger and Acquisition, excuse-moi. OK, parfait. C'est un broker. Appelons-le un courtier. Un broker en fusion et acquisition. Exact. Juste pour les auditeurs. Exactement, oui. Bon point de... Excuse. J'ai essayé de ne pas mettre trop de jargon. Non, d'ailleurs, c'est ma soeur qui l'a corrigé puis elle ne comprenait rien dans mes affaires. Au lieu de juste changer les phrases, j'ai enlevé les pages. Ah, tu comprends pas? OK, out. Parfait, on enlève ça. Premier email, tu le lis, tu en reçois d'autres, de d'autres gens. Deuxième email de la même personne, pose encore des bonnes questions, me fait réfléchir. Mais moi, j'avais déjà commencé le processus de vouloir vendre, d'améliorer ce que je raconte dans le livre, de l'améliorer sur 2 ans puis de la vente. J'avais déjà commencé ça. Troisième email, OK, j'accepte de faire un appel. Là, ça fait 3, tu sais. Ouais, ça fait tes suivis. Non, puis c'est bon le contenu. Là, c'est pas... Fait que prends l'appel avec lui sur Google Meet. Écoute, il se présente. Le gars, une écoute exemplaire, pose très peu de questions, mais de super bonnes questions. Me fait réfléchir. Il dit, prends ton temps, je te rappelle dans 2 mois. 2 mois plus tard, jour pour jour, il me rappelle. Une autre série de questions, tout ça. Je dis, gars, c'est beau, on y va avec toi. Tu sais. On t'engage. Tu as fait tes preuves. Puis, ce que j'aimais, c'est qu'il y a une approche sans risque. Tu sais, c'était risk-free, c'était commission only, juste une commission. Habituellement, ça tourne 5-6 %, mais il y en a beaucoup. Je m'étais informé, exemple, à Toronto, si tu veux vendre une business, le retainer, ça part à 250 000. OK. Fait que je prends 250 000, puis après ça, je ramasse une commission. Exact. Okay. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Lui, son approche, c'était il était à commission. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est qu'il monte un document, il partage à son réseau d'acquéreurs potentiels, principalement des firmes de private equity, de capital investissement. Ouais. Et s'il n'a pas vendu en dedans de 4 à 6 mois, par exemple, la période d'exclusivité, tu peux prendre son document, tout le matériel qu'il a fait, puis toi, commencer à contacter du monde. Évidemment, si tu vends à une des personnes qui t'a introduit, faut que tu lui donnes ta commission, on s'entend. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Mais tu pourrais ne pas le payer. Puis, mais non, on ne veut pas faire ça. Histoire, là. Ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il a monté un document magnifique, honnêtement, tu l'aurais vu, là. Je voulais acheter ma propre entreprise en checkant le document. Les chiffres étaient meilleurs que ce que j'ai envoyé. Non, c'est fait de la magie. Il dit, j'ai pas pris les mêmes métriques. OK. Dans le fond, je sais pas si tu connais le BAYA, le bénéfice avant intérêt et impôt, qui est souvent utilisé pour des transactions. Par exemple, tu vas vendre 3, 4, 5 fois le BAYA. Dans le fond, c'est le bénéfice et avant impôt et intérêt et amortisation. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, bref, c'est ton profit brut. Comptable. Ouais. Ton profit comptable. Ouais, c'est ça. Lui, il utilisait, en anglais, il appelle ça SDE, le Seller's Discretionary Earnings, les bénéfices discrétionnaires du vendeur. Je pense que c'est bien traduit. Ouais. J'avais aucune idée c'était quoi. Il dit, pour des business de temps à temps, dans ton range, là, mettons 3 à 10 millions, on utilise souvent le SDE. C'est quoi ça?
sûrement la question que tu as envoyée à ta face. c'est ça. C'est comme le BAYA, mais je n'inclus pas les dépenses que toi, Marco, en tant qu'acheteur, tu n'assumeras pas. Exemple, tu ne payeras pas mon char, qui était dans les dépenses de compagnie. OK. Tu payeras pas mon loyer, tu payeras pas mes mon frais administratifs, OK. exactement. Fait que là, tu passes on avait peut-être 82% de marge de BAYA, on était rendu 2 à temps plein, plus 1 à temps partiel, puis du software à part tes serveurs, puis je faisais $0 de publicité. Il n'y a pas gros de dépenses là-dedans. Là. Il n'y avait pas gros de dépenses. Fait que, mettons, surtout que tu as 2 employés sur 2,5 qui ne se payent pas. Ouais, mais oui, là, rendu là, on se payait. Là, ça tu peux le jouer, là, tu sais. Oui, exact. Mais lui, il a comme fait passer ça de 82% à 93,9%. C'est comme si, sur chaque pièce que tu fais, tu as 93 cents qui restent dans tes poches. Là, j'étais, voyons non, personne ne va croire ça. Il dit, moi, j'ai jamais vu ça, mais tu sais, mes calculs, voici mes mathématiques, c'est à ça j'arrive, j'ai enlevé telle affaire. Ah, mais là, tu as enlevé aussi mon salaire. Il dit, ouais, mais toi, tu ne seras pas là. Tu n'es pas dans leur coût de structure de coût. Il faut que je l'enlève. Ouais, le salaire eux du autres, ils rajoutent, ils rajoutent oui. avec d'autres programmeurs qui sont déjà amortis sur d'autres revenus, ben effectivement. Exact. Parce que eux, ils enlèvent ta structure de coût parce qu'eux ont leur structure de coût. Ouais. En gros, c'est à peu près ça. Ça, je connaissais rien là-dedans. Puis, j'ai dit, OK, je vais l'acheter ma propre business, vu de même. Puis, c'est ça. Lui, il a contacté son réseau. Ça, il manquait. Le seul point négatif que j'ai eu là-dedans, c'est qu'il manquait un peu de transparence. Tu sais pas qui a contacté, évidemment, il veut pas te le dire. Ouais. Tu sais pas vraiment t'es rendu où dans le processus. Puis là, tu commences à stresser, tu sais. OK, oui, les emails sont envoyés, mais j'ai pas d'offre. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Ouais, ils ont des due diligence à faire, puis mais je comprends très bien le fait non, mais en fait, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais avant de se rendre dans due diligence ou la LOI, la lettre d'intention, ouais. Tu veux juste poser des questions. Hey Marco, toi, qu'est-ce que tu penses de telle affaire ou tel chiffre? J'ai regardé tes documents puis telle affaire. Ouais, fait que là, est-ce que c'est lui qui répondait directement sans nous l'envoyer à nous pour pas nous déranger parce que t'as quand même une business à continuer à rouler? Là, ouais. Puis si tu commences à décliner, ben l'offre, elle va être low ball. Elle va être déclinée. Oui, exact. Ça, c'est vraiment ça. On pourrait en reparler. Ça a été vraiment le challenge numéro 1. Là. Gérer une vente puis continuer à rouler ta business quand t'es low staff. C'est comme 2 jobs à temps plein. Là. Ben oui, c'est clair. Mais, fait que là, finalement, une couple de semaines après, ça, je te parle de ça, tu sais, mettons, le document a été monté, envoyé, c'était début de l'été, en juin. Le 2 août, on a reçu une offre. Première offre. Là, tout excité, si je capotais. J'ai encore des frissons. Là, l'offre, c'était 4 millions canadiens. C'était 4 millions canadiens. On va le mettre en canadien, mais c'était tout en US. C'était tout des Américains qui nous ont envoyé. On a eu 3 offres, mais la première, le 2 août, 4 millions plus, dans le meilleur des scénarios, on recevait 500 000. Fait que c'était 4,5 millions. Moi, dans ma tête, le chiffre que je voulais, c'était 5. OK. 5, je trouvais que c'était un bon deal parce que la business faisait quand même 1,1 million américain de ARR, de revenus récurrents annuels de nos applications. Tu sais, tantôt, on parlait de 1$ vaut pas 1$, mais 1$ de revenus récurrents pour un acheteur, ça en vaut 3-4 là, tu sais, pour eux. Puis, en profit dans nos poches, une fois tout payé à 80% de marge, il nous restait plus qu'1 million canadien, tu sais. Fait que j'étais là, vendre 4 millions, tu sais, c'est quand même... Je pourrais continuer à rouler la business 4 ans puis je ferais la même affaire. Fait que t'as tout le temps cette question-là aussi. Tout le temps. Le broker, il te fait toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, tu sais, blanc ou noir. Lui, il m'a dit, écoute, étant donné les conditions du marché, c'est une bonne offre. Parce qu'effectivement, fin 2022, le marché public boursier a baissé pas mal. Ouais. Le Nasdaq avait tombé de 33% cette année-là. Oui, il avait monté durant le COVID, là, mais... Puis quand le marché public baisse, je ne le savais pas, le marché privé baisse aussi. Parce que là, les taux d'intérêt ont commencé à monter. Le marché privé, souvent, tu as des firmes comme d'équité privée qui empruntent de l'argent. Là, eux, ils empruntent à du 9-12%. Là. C'est plus la même affaire. Fait que là, il faut que tu fasses minimum 15% de croissance avec ton app. Fait que c'est sûr qu'ils vont arriver avec une offre basse pour pouvoir rembourser leur investisseurs puis leur dette. Mais ça, encore une fois, je connaissais rien de ça. Là. Je faisais mes recherches, toutes, mais c'est ça que j'essaie de parler dans le livre. Il y a des facteurs que vous devriez considérer comme le plus tôt possible. Fait qu'on a reçu cette offre-là. 2 ou 3 jours après, une autre offre, pareil. Le même montant d'une autre compagnie. La même affaire. Le même dollar, le même offre. Là, j'étais là.
Non, ils ont juste changé le logo puis c'est la même compagnie avec deux brands, tu sais? Il dit non, je te jure, il s'appelle Attila. Attila, il nous dit, le courtier, il dit non, c'est une autre compagnie. Puis là, je dis, ben là, dans le fond, c'est quoi, on les met les deux dans un pot puis on pige ou, tu sais? On peut-tu faire de la surenchère de l'une et l'autre? Exact. Ben ça, c'est. Puis là, peu de temps après, une troisième offre. Genre une autre couple d'autres jours après. Parce que l'avantage d'avoir un courtier, c'est que lui, il a mis un deadline. Exemple, il a dit, mettons, le 10 août, je veux que toutes les offres rentrent. Fait que là, lui, il met de la pression, il fait du follow-up. Puis ça, j'en suis éternellement reconnaissant parce que quand tu continues d'opérer ta business, de faire des follow-up serrés, c'est impossible. Non. Fait que là, on a 3 offres sur la table. La troisième offre est inférieure aux 2 autres qu'on avait reçues de pas mal. Genre, pas mal. Mettons, 1,4 million de moins. Pas pour mal. la même affaire. Ouais. Fait que là, commence une période de questions. Il t'envoie des questions écrites. Là, tu réponds. Là, tu fais des appels. Un appel avec l'équipe technique. Le CTO veut savoir c'est quoi la technologie. Il veut savoir c'est quoi l'application. Là, tu as le CEO puis la fille de marketing. Puis, je sais pas pourquoi je dis la fille de marketing. Ça peut être le gars de marketing. J'ai-tu le droit de dire ça en 2024? Bon. Fait que là, une couple d'appels. Puis là, tu commences à avoir une préférence pour un des 3 acheteurs. Tu sais, même si tu les as pas vus en personne, je crois bien à ça. L'énergie. Celui à une couple de millions de moins, il était déjà pas préféré. Ben, lui, à une couple de millions de moins, il n'y a pas juste l'argent dans la vie, mais en plus de ça, le gars, exemple, il nous a appelé la première fois, il était à l'aéroport. Il était en train de boarder un vol. il s'en calissait entre moi et toi. Ouais, Chris, tu veux faire une transaction de plusieurs millions, tu fais ça à l'aéroport. Là, mais lui, c'est parce que dans des groupes d'équité privée, ce qu'il faut comprendre, ce qui est une réalité que peu ou pas de gens qui écoutent ce podcast-là connaissent, c'est qu'ils ont de l'argent, puis il faut qu'ils la dépensent. Puis ils ont des deadlines. OK? Si tu veux... Puis ils ont des critères aussi. Exemple, il faut que tu dépenses mon capital avant telle date, sinon je le reprends. OK. Puis si je te prête 10 millions, il faut tout le temps que tu aies 3 millions dans ton compte en cash. Puis non seulement il faut que tu aies 3 millions, mais aussi dans les autres applications ou les autres SaaS ou les autres produits que tu as achetés, je débloque 3$ pour chaque dollar de revenu que tu fais. Fait qu'il faut que tu montes une croissance de tes revenus si tu veux accéder le capital qui est déjà là. Fait qu'il y a plein de critères de même. Là. C'est comme une compagnie à la bourse. C'est vraiment... Fait que là, lui, il était comme serré, prenait son vol d'avion, fallait qu'il dépense. Il y avait, fait que ça, je le comprenais pas au début. J'avais la même réaction que toi. J'étais là, voyons non, ils me prennent pour un épais, puis en plus, ils me Fait que toi, t'es un outil. La transaction, c'est un outil pour atteindre des objectifs qui permettraient d'aller ailleurs. Fait que lui, d'après moi, il avait aucune idée l'application faisait quoi. Zéro. Après moi, il l'avait jamais vu. Mais ça, comme je te dis, moi, c'était impensable au début que quelqu'un pouvait faire ça parce que tu as tellement mis d'amour puis de cœur dans ton bébé, puis le gars, il a même pas checké c'est quoi que tu fais, puis il t'achète. Puis il y avait des acheteurs de même, ils te demandaient 3 questions. That's it. 3 métriques. Ça, j'en parle dans le livre. Est-ce que tu connais tes chiffres? Il y avait 3 métriques qui te demandaient. Premièrement, c'est quoi ton churn? C'est quoi le churn? Non. Le churn, c'est le taux de désabonnement. OK? Le churn pour une business d'abonnement, que ce soit un Netflix, un Spotify, un B2B, peu importe la business qui à chaque mois tu payes ou à chaque année là, que tu es abonné. Mm-hmm. Beaucoup de commerces en ligne que maintenant tu t'abonnes puis tu as du café à tous les mois. Le churn, c'est le métrique le plus important. Combien de clients tu perds par mois? Ou combien de clients tu perds par année ou par trimestre? Là? Ça, si j'avais pas fait des recherches, pas parlé au courtier puis pas monté le document là, que le broker a fait, j'avais aucune idée de ça. T'sais. Là, tu prends tes données comptables qui sont plus sur un fichier Excel que tu as mis dans un QuickBook ou quelque chose de professionnel. Tu amènes ça à une plateforme d'intelligence d'affaires, là, Business Data, que ce soit Bear Matrix, Profitwell, ChartMogul, il y en a une couple, mais les autres, c'est comme les 3 plus gros. Puis là, ça te fait des beaux graphiques avec des chiffres. Puis dans toutes ces métriques-là, il y en a 3 qui sont importants. J'ai parlé du churn. Le deuxième, c'est le CAC, le Customer Acquisition Cost, ton coût d'acquisition client. Ouais. Toi, tu le sais. Mettons, quand tu fais de la pub sur Facebook, ça, ils ont toutes les métriques, le retour sur investissement, tout ça. Mais pour la majorité des PME, combien ça te coûte acquérir un client? Tu sais, quand tu fais de la pub à droite puis à gauche, quand tu crées du contenu, des vidéos, quand tu fais du podcast, là, il faut que tu calcules ton temps. Ah, j'ai pris tant de temps pour écrire un blog. Ou si j'avais engagé quelqu'un, ça m'aurait coûté tant. Ce qui était le fun, nous autres, c'est que avec ces analyses, ces outils comme celui qu'on utilisait, ça s'appelait Partner Matrix, mais bref, on savait combien ça nous coûtait acquérir un client,
tu le feedais un peu de data, puis maintenant avec le AI, c'est encore plus facile. Fait qu'on savait notre churn, on savait le CAC, puis le dernier, c'est le LTV, en anglais, Long Time Value. C'est ça. C'est sûr et En fait, c'est certain. Lifetime Value. Ouais, c'est Ouais, ça. lifetime value. Ouais. De dire, OK, c'est bien beau, tu as un abonnement, mais il va rester combien de temps? Il reste 1 an, il reste C'est 2 ça, ans, il reste exact. 5 ans. Chris, ça n'a pas la même valeur, même s'il paye 7,99 par mois. Là. Exactement. Fait que ces trois-là, mais Lifetime Value, ça peut être, oui, c'est la valeur à vie, mais tu peux aussi prendre ton revenu moyen par client ou par utilisateur. Il y a des métriques qui sont similaires, mais l'important, c'est comme, OK, je paye 100$ pour acquérir un client. C'est quoi les chances qu'il s'en aille le mois prochain? Puis combien qu'il vaut? Fait que là, tu as comme un triangle de OK, c'est mes 3 métriques. Puis il y a des acquéreurs qui nous ont envoyé ces 3 questions-là par courriel. That's it. Rien d'autre. Réponds à ces 3 questions-là. Je veux 3 chiffres. Puis si tu satisfais ces 3 chiffres-là, on va faire un appel ou on va te faire une offre. Là, moi, j'étais comme, ils n'ont pas posé de questions c'était quoi le produit. Ils l'ont sûrement jamais utilisé. Ils n'ont aucune idée. Eux autres s'en foutent. Ils étaient dans cette industrie-là. Exemple, c'est un agrégateur qui achète des applications Shopify. Ils connaissent l'industrie. Ouais. Ils savent que leur autre acquisition ou tes compétiteurs, voici leur métrique à eux. Est-ce que tu es meilleur dans ces 3 chiffres-là qu'eux? Puis si oui, on va t'acheter. Parce que si on t'achète puis ton churn est, je sais pas moi, 12 %, ça veut dire que tu perds 12 clients sur 100 à chaque mois, mais j'ai aussi bien d'allumer le feu puis de jeter mon argent en marketing dedans. Là, je vais avoir plus de fun. Là. Fait que c'est un peu ça. La game est... Dans le livre, je dis... j'avais oublié que c'est dans leur nature. Les loups resteront des loups. Là. Ce monde-là, dans le private equity, là, c'est des requins. Ah, ben oui. Eux autres, c'est tous des MBA, sont formés à l'art de la négociation. Ils vont pointer n'importe quel petit défaut. Il y a un de tes chiffres parmi... Il y a une affaire dans ta business qui ne vont pas bien, ils vont mettre le doigt dessus puis ils vont peser dessus. Puis là, dans la négociation, c'est là-dessus qu'ils vont insister. Je te le dis, c'est des pros. Là. Fait que d'avoir un courtier qui tempère ou qui sait répondre puis qui prouve qu'on est des vendeurs sérieux parce qu'on a quand même engagé quelqu'un qu'on va payer. Si j'avais négocié moi-même, là, je me serais fait manger. Là. Ah, c'est sûr et certain. Hey, sais-tu quoi? Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je vais le faire. Pas de danser, j'espère. Hein? Pas de te mettre à danser, j'espère. Non. Je vais pas... Malgré le fait que j'ai vraiment envie d'avoir la fin de l'histoire, on va pas la faire dans le podcast aujourd'hui. OK? Parce que je veux pas en même temps que le livre au complet soit... Mais ça me dérange pas non plus. Moi, je pense que, tu sais, parce que moi-même, je suis comme, si je veux savoir combien il a fait, tout le kit. Fait que ce bout-là, on va le skipper. Okay? Les gens, ils achèteront le livre, puis, tu sais, honnêtement, avec la qualité de ce que tu donnes comme contenu, j'ai hâte de le dévorer parce que c'est sûr que moi, ça m'intéresse énormément. Mais là, on va skipper mais là, la transaction a été faite et tout. Oui. Puis là, aujourd'hui, comment se passe la vie on peut dire de retraité? T'es-tu retraité? Je pourrais. Puis je dis pas ça, je suis pas quelqu'un de prétentieux, je suis vraiment terre à terre. Moi, il faut qu'on arrête au Québec de syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Chris, si t'as vendu ta business une couple de millions, tu veux prendre ta retraite, good for you, man. Fier de toi, puis très content. Ben merci. Man. Fait que là, t'es papa à la maison? Ben, je l'ai toujours été. Ouais, tu l'as toujours été. Parce que même quand je travaillais, le monde disait, mais toi, t'as pas de vrai job. Là, moi, je fais du 9 à 5. Non, c'est vrai, j'ai pas de vrai job, mais je suis cerné jusque-là. Puis, là, t'es moins cerné. Ouais, c'est pas super. Les cernes, j'ai fait une greffe de cheveux récemment. Ouais, j'ai de l'air plus jeune. Là. Je fais pas mon 37. Là. Je suis sûr qu'à l'écran, j'ai de l'air de 28, 29. On a le même âge aussi, 28, 29. Mais. La retraite, c'est plate. Non, mais j'ai pas. Tu peux pas arrêter. Là, non, c'est sûr. Ta femme continue de travailler. Tes enfants, mon plus jeune rentre à l'école. L'autre est déjà à l'école. Tous tes amis travaillent. Fait que là, tu as 2 choix. Soit que tu tombes dans la dépression ou dans l'alcool ou dans. Tu sais, il faut que tu combles ton temps par quelque chose. Ouais, c'est sûr. Puis tu veux pas aller dans le vice ou dans. Fait que tu lis. Moi, j'ai lu pas mal. Puis là, tu commences à te poser des questions. Puis là, le monde, il dit écoute, arrête de te plaindre la bouche pleine. Là, tu cherches ton purpose puis ton why. Mais... T'es comme. Moi, j'ai joint Ange Québec. Ça a été une des premières affaires que j'ai faites après avoir vendu. Qui est le plus grand réseau d'anges investisseurs. Au Canada, je pense. Ouais, au Canada.
je voulais, me faire des contacts, des gens qui ont aussi passé par là. J'ai rencontré 4 personnes qui ont vendu comme moi, qu'on est devenus comme assez chums, s'entraider. Parce que... Puis eux autres non plus, ils travaillent pas la semaine. Fait que ça non, mais ça peut c'est paraître pas anodin, mais quand tu vends ton entreprise, le what's next, là, le life after, là, tu peux pas parler de ça à personne. Moi, je connais personne dans mon réseau qui a vendu une entreprise. À qui tu parles de ça? Le monde va dire... Ouais, mais tu sais, t'es bien, là, t'es chez vous, t'es à la retraite. Mais tu sais, c'est parce que je pense que t'es dans une strate qui est bien particulière. Parce que tu sais, il y a du monde qui vont faire des exits. Mais tu sais, un gars qui fait son exit à 65 ans, là. C'est pas pareil. Tu sais, puis qui est comme ma femme est à retraite, puis les On joue enfants au sont pas à la golf. maison, puis on va Ouais. jouer au golf, puis Ouais. tout le kit. Mais là, t'as 37, C'est ça. puis là, t'as exit. Même le planificateur financier, il me disait ouais, voici ce qu'on fait d'habitude quand on a une grosse somme, mais tu sais, ça, c'est des gens de 60 quelques années. Je dis, moi, un risque, là. Mets ça dans le risque, là. Ouais, On y va. On y va. $1 billion, mais non. C'est pas vrai, je pense. Fait que là, dans le fond, t'es devenu auteur, il y a ton livre. Le puis lancé. livre a été une thérapie pour moi, Ben, c'est honnêtement. sûr. là. Tu sais, ça va être con ce que je vais dire, de tourner la page. Ben ouais. Non, mais. Ça a été vraiment ça, parce que quand tu vends, tu as une période de transition. Tu l'as dit, tu sais, Ouais. dans le service, c'est souvent 3-5 ans. Nous, au début, c'était 6 mois. On a extensionné à 1 an parce qu'on est stupide, parce que j'ai proposé d'extensionner à 1 an sans savoir que ça allait être vraiment painful comme moment. Parce qu'on avait un earn-out. Tu sais, c'est quoi un earn-out? C'est comme tu as un bonus Ouais. qui était... C'était inclus dans le prix de vente, mais on avait un minimum. Il ne fallait pas que la performance de l'entreprise descende de plus de 15 ou 20%. Puis on touchait un autre montant. Puis si tu atteignais une croissance de X, tu touchais un autre montant. Chaque offre a des earn-out différents. C'est souvent lié à la performance future de l'entreprise. Pour s'assurer que je sois motivé. Que les gars je ils restent là, qu'ils soient motivés, puis Exact. qu'ils continuent de te donner. Parce que sinon, s'ils arrivent et ils disent tu restes là 1 an, tu peux te mettre les 2 pieds sur le pouf puis attendre que l'1 an Exact, passe. OK. exact. Parce que tu sais, nous, on avait eu 3 offres. On a fait une guerre, une mini-enchère. Ouais. L'offre a vraiment augmenté. D'ailleurs, elle qui avait été la plus basse est revenue de out of nowhere avec 52% plus haute que sa première offre. Là, j'ai fait on a failli, on était à ça d'accepter celle-là. Finalement, j'ai dit à l'autre, hey, si vous passez, on vous aime bien, on aimerait ça aller avec vous autres, mais tu sais, voici l'autre. Finalement, ils ont augmenté leur offre aux autres aussi. Puis en augmentant leur offre, ils ont aussi augmenté le potentiel de earn-out. C'est pourquoi on a proposé en échange de rester plus longtemps. OK. Vous nous donnez plus d'argent, mais tu sais, on n'est pas cave, on sait que vous attendez à quelque chose en échange. On va rester plus longtemps, on va vous aider. Finalement, moi, après 6 mois, le jour de la Saint-Jean, 24 juin, mon fils s'est brisé la jambe, les 2 os de la jambe, mon fils de 4 ans, Léonard, dans une trampoline avec sa cousine, bref. Nice. Fait que moi, j'ai dit, si vous avez besoin de moi, appelez-moi, sinon, I'm out. Là, j'ai commencé à écrire ça. Puis j'avais commencé aussi un peu avant parce que quand tu es en période de transition, tu peux être appelé n'importe quand. Tu as des meetings, chose qu'on n'avait pas parce que c'est une plus grosse business. Ouais. Il y a souvent des meetings. Fait que tu peux pas vraiment partir de quoi d'autre. Tu es comme pogné. Puis j'avais un partner que je voulais partir de quoi d'autre avec aussi, mon collègue de Roumanie, Bogdan. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire que je peux le faire tout seul, puis en très peu de petites fois, très peu de temps, tu sais, mettons 1 heure par jour. Fait que écrire un livre était dans mes options, puis finalement, je l'ai fait. Fait que ça a été ça. Très cool. Ouais. Hey, Derek, c'était un crash course. C'était vraiment intéressant. J'ai adoré donc ton livre. J'ai adoré ta rencontre, puis c'est sûr que je vais adorer le livre. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand on va mettre le lien du podcast, on va mettre le lien sur Amazon pour que les gens puissent l'acheter. Merci beaucoup. Ça a été un Tu vois, plaisir. ça a bien été. C'est le fun, ça? Ça a été vite. That's it. Disponible aussi sur Audiobook. Oh, c'est Audiobook, c'est bon, on s'en est parlé. Ouais. Donc, merci beaucoup, Derek. Puis, Merci à vous. j'ai Merci hâte à de voir la prochaine business que tu vas monter et vendre. Ben là, je sais pas, je vais peut-être être auteur. Là. Oh, peut-être. Ah, On va suivre tout ça. Merci beaucoup, tout le monde. C'était Marco pour la Technique Moneyball.